Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau point lecture. Je vais essayer de faire ça comme je peux, je suis un peu fatiguée et je sors de chez l'ostéopathe là donc je suis un petit peu HS, mais on va le faire. Là j'ai quelques minutes devant moi tranquille à la maison. Je vais m'y atteler maintenant. J'ai lu ça ce mois-ci. On va dire voilà, courant septembre et puis tout début octobre. J'ai lu d'abord U4. Je vous mets la petite vignette là, je ne l'ai plus, je l'avais emprunté en bibliothèque. Comme je vous l'avais montré dans la vidéo sur le Pumpkin Autumn Challenge, il y a 4 tomes et qui peuvent se lire indépendamment les uns des autres dans n'importe quel ordre. J'ai lu moi celui de Carole Trébor, dans lequel on suit le personnage de Jules. Donc pour la faire très brève, U4 c'est en fait il y a un virus qui a décimé 90% de la population. Ce virus là s'appelle U4, U pour la ville d'Utrecht, je crois que c'est ça le nom. Voilà, Utrecht, une ville du Pays-Bas dans laquelle est né ce virus là, et 4 pour 4e génération. Et donc Jules a perdu ses parents, donc il se retrouve tout seul. Son frère aîné est encore vivant, mais il a un peu mal tourné, il traîne avec il se drogue déjà et il traîne avec un espèce de gang un peu louche. Donc voilà, ils se voient plus trop, ils ont plus trop de contact. Déjà il survit depuis quelques temps tout seul dans son appartement. Il essaie de se nourrir comme il peut, il essaie de survivre comme il peut. Jules jouait avant, dans sa vie d'avant, dans le monde dans lequel il vivait avant, où tout allait bien. Il jouait à un jeu vidéo. Le maître du jeu, Chronos, a envoyé un message à tous les joueurs pour leur donner rendez-vous le 24 décembre à minuit pour changer un peu la face du monde et voilà, il leur propose une solution. Et donc Jules se donne comme mission d'aller à ce rendez-vous-là le 24 décembre. Et sur sa route, enfin plutôt dans son immeuble, il rencontre un jour Alicia, une petite fille qui a je crois une dizaine d'années à peine, même moins je crois. 6-7 ans même, Alicia qui, on ne sait pas pourquoi, elle aussi a survécu. En fait, tous les adolescents ont survécu et elle, on se demande, elle est plus jeune, on se demande pourquoi elle a survécu et on va avoir un petit aperçu d'une explication dans ce tome-là. Et donc, il se donne pour mission de veiller sur Alicia et de survivre ensemble et il rejoint un autre groupe de personnes qui vivent en communauté. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé, même si c'était un petit peu trop young adulte pour moi, dans le sens où... Alors j'ai l'impression que cet auteur-là a des tournures de phrases qui sont très simples, très young adulte, c'est très... ça se lit bien, c'est très fluide, mais c'est très... les phrases sont très courtes, le rythme est... Voilà, c'est vraiment tac 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 quoi, c'est vraiment... Il n'y a pas de belle plume, moi je trouve que la plume n'était pas forcément belle, il n'y a pas d'effet de style ou quoi. Et je pense que des 4 auteurs, c'est celle, à mon avis, j'ai pas commencé par le bon tome à mon avis, je pense que les 3 autres me plairont plus. En fait, dans chaque tome, à la fin du livre, on a le premier chapitre des 3 autres tomes. J'ai regardé un petit peu et je pense que oui, la plume des autres me plairait plus. Donc, comme je vous avais expliqué, c'est 4 tomes, 4 auteurs différents, donc 4 plumes différentes, et on suit 4 personnages différents. Et je pense vraiment que les autres me plairont plus. On verra, mais... Enfin, en tout cas, j'ai envie de poursuivre. J'ai envie de voir la même histoire, mais du point de vue des autres personnages, ça c'est sûr. Certes, la plume était un petit peu trop ciselée, un petit peu trop... pas très young adulte, quoi, très limite jeunesse. Mais c'est pas pour de la jeunesse, parce qu'elle emploie vraiment des termes, des membres arrachés, des chiens qui dévorent des cadavres, enfin voilà, il y a vraiment des images assez dures, donc... Pas pour la jeunesse. Donc j'ai apprécié d'un côté ce côté-là très brut, mais en même temps le côté trop... ouais, trop ciselé, trop... J'aime pas non plus les belles tournures de phrases, puis de toute façon avec le contexte de l'histoire ça collerait pas. Mais voilà, j'ai trouvé ça trop young adulte pour moi. Alors il y a autre chose qui m'a un petit peu chafouinée dans ce livre-là, c'est que là on parle d'ados qui ont à peu près dans les 15 ans. Jules a 15 ans. Pour moi... à 15 ans, on n'a pas ces dialogues-là, on n'a pas cette façon de parler-là, et on n'a pas les réactions qu'il a, pour moi. Là, je l'ai trouvé limite adulte, en tout cas jeune adulte. Ça collait pas, alors c'est peut-être moi qui suis complètement à côté de la plaque, mais je m'imagine à 15 ans, j'aurais pas eu les réactions qu'il a eues, j'aurais pas eu les... J'aurais pas pris une gamine sous ma responsabilité, j'aurais pas... C'est ça, je trouve que ça... Et puis je regarde les jeunes que je peux voir autour de moi qui ont dans ces âges-là,
ça colle pas. Une autre chose que j'ai pas trop aimé, mais qu'à mon avis les Parisiens aiment bien, c'est que Jules il déambule dans Paris. L'action se passe à Paris. Et donc quand il va d'un endroit à un autre, on raconte par quelle rue il passe, etc. Moi ne connaissant pas bien Paris, à part ce que tout le monde connaît, ça m'a rien apporté, ça m'a même un peu gonflé des fois qu'on décrive, voilà il passe par telle rue, machin. Pour moi ça avait pas grand intérêt, ça m'a pas aidé à me projeter ou quoi que ce soit parce que je ne connaissais pas les endroits dont on parlait dans le livre, donc sauf les plus connus bien sûr, mais les noms de rues ça ne m'a pas parlé. Donc ça, bon, j'ai trouvé ça un peu pas forcément hyper utile. J'ai bien aimé. Je pense que je lirai les autres, c'est même sûr que je lirai les 3 autres. Je vais attendre un petit peu parce que comme vous l'avez vu, j'ai plein de choses à lire. Mais je pense oui, c'est sûr que je lirai les autres parce que j'ai envie de voir la même histoire sous d'autres points de vue. Surtout que les personnages qui sont décrits dans les autres tomes, on les voit dans l'histoire de Jules en fait. Donc moi ça m'a rendu curieuse de voir vraiment ce que eux ont vécu avant la rencontre avec Jules, et parce que finalement on voit vraiment ce que Jules vit, et on ne sait pas du tout ce que les autres personnages ont vécu avant, et comment ils perçoivent la situation eux. Donc j'ai vraiment envie de voir ça, et je pense encore une fois que j'ai commencé par celui qui me plaira le moins, à mon avis, je pense. Je vous ferai forcément d'autres points de lecture sur les autres tomes et puis je vous dirai ça. La perle et la coquille de Nadia Hachimi, je vous en avais parlé dans mon book haul, le premier book haul que j'ai fait je crois. Donc l'histoire comme je vous l'avais dit c'est Hashima qui est en Afghanistan en 2007, voilà avec sa petite vie qui est un peu dirigée par les talibans, donc on imagine bien que femmes et filles ne font pas du tout ce qu'elles veulent. Et donc pour avoir un petit peu plus de liberté, il y a une tradition, c'est la tradition des bâches à poche. Une petite fille peut se travestir en garçon, peut se déguiser en garçon pour pouvoir aller à l'école, pour pouvoir sortir dans la rue tranquillement sans être forcément escortée d'un père, d'un oncle, d'un frère, d'un cousin, de n'importe quoi de masculin. On suit Raema donc qui se transforme en garçon. Et en parallèle, on suit l'histoire de son arrière-grand-mère qui elle aussi, dans son parcours de vie, à un moment, a dû se transformer en garçon pour occuper une certaine fonction. Donc on suit le destin de ces deux femmes, leur mariage forcé, et puis toute leur vie, et un peu les échos qu'il y a entre leurs deux histoires. Il y a plus de 100 ans d'écart entre leurs deux vies. Et on se rend compte que même après 100 ans, les choses en sont au même point, les conditions de la femme n'ont pas changé du tout. Et voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé, je vous le conseille vraiment beaucoup. J'ai bien aimé la plume. Déjà la plume était... C'est ce que j'aime, c'est simple, ça se lit vite, c'est fluide, il n'y a pas de tournure de phrase trop compliquée. C'est ça coule tout seul. C'est un ton très réaliste je trouve, sans trop en faire, sans plonger dans le mélodramatique, alors qu'il y aurait de quoi. Mais non, on s'appesantit pas trop sur les choses affreuses qui arrivent, sont racontées comme ça. On sent pas de... comment dire, j'ai l'impression que l'auteur ne s'est pas trop appesanti sur la tristesse des personnages quand il y avait un drame qui leur arrivait. Moi ce que j'ai surtout ressenti, c'est une espèce de colère sourde qu'on sent un petit peu tout le long du livre. Ces femmes-là qui sont enfermées dans leur vie, qui n'ont pas le choix, qui subissent leur existence finalement. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est de jongler d'un chapitre à l'autre entre la vie de Raima et la vie de son arrière-arrière-grand-mère qui s'appelait, je ne sais plus, Shekiba. Ça j'ai bien aimé parce que ça donne un rythme au roman et ça donne envie d'en savoir plus. Dès qu'on lâche un chapitre et puis qu'on embraye sur la vie de l'autre personnage, on a vite envie de revenir à l'autre pour savoir ce qui s'est passé et inversement. Et je trouve que ça donne un bon rythme à l'histoire. Quand on en lâchait une pour suivre l'histoire de l'autre et qu'on y revenait ensuite, j'avais l'impression de retrouver une copine qui me racontait son histoire. Je trouve qu'on s'attache beaucoup au personnage, même s'il y a un côté, comme je vous dis, pas froid. C'est pas froid, c'est... ouais, comme si... Bon, il y a beaucoup de distance avec les choses qui sont racontées. Comme je vous dis, par exemple, quand elle perd un enfant ou quoi, c'est raconté, on sent la tristesse, mais sans plus. C'est ça, je trouve qu'elles se remettent assez vite des choses, en fait. On s'appesantit pas sur leur malheur, c'est ça.
C'est l'impression que j'ai eue. Je trouve que ce côté justement un petit peu trop neutre était un peu trop frustrant. Moi j'aurais bien aimé que ça prenne un petit peu plus aux tripes. En fait. Comme je vous dis, on sent surtout cette colère sourde, mais qui n'est pas exprimée. Mais finalement, les femmes n'exprimaient pas leur colère, donc ça colle finalement à ce qu'elles vivaient. J'ai bien aimé dans ce livre-là le personnage de la tante de Rahima, qui s'appelle, je ne sais plus, la tante Kala Sheima, voilà, qui raconte à Rahima l'histoire de son arrière-arrière-grand-mère. C'est elle en fait qui lui dévoile tous les secrets de l'existence de son arrière-arrière-grand-mère. Et j'ai bien aimé le caractère de cette femme-là parce qu'elle s'oppose à tout. Elle n'est pas mariée, elle est encore célibataire parce qu'elle est infirme, donc personne n'a voulu se marier avec elle, ce qui n'est pas pour lui déplaire. Elle enseigne à Rahima le fait qu'il faille absolument avoir une échappatoire pour survivre en fait, faut vraiment avoir une échappatoire, quelle qu'elle soit, pour pouvoir endurer tout ça. Et ouais, j'ai bien aimé sa force en fait, voilà, c'est ça, j'ai bien aimé la force qu'elle transmettait à Rahima. Donc je vous le conseille, vraiment beaucoup, c'était une super lecture. Ensuite, on va passer à Rebecca de Daphné du Maurier. Alors Rebecca, l'histoire. On a donc une jeune fille qui se marie avec Max de Winter, qui habite à Grand Manoir, le manoir qui s'appelle Manderley. Et donc elle arrive là, en fait cette jeune fille, c'est une jeune fille un petit peu quelconque, qui sort de nulle part, qui était dame de compagnie et qui a rencontré ce fameux Max dans un hôtel à Monte Carlo, il me semble. Et voilà, en l'espace de 2 semaines même pas, ils se côtoient et paf, ils se marient. Donc elle ne repart pas avec la dame qu'elle accompagnait, elle repart avec Max à Manderley. Arrivée dans cette demeure, elle se rend compte qu'elle va devoir cohabiter un peu avec le souvenir hyper oppressant de cette fameuse Rebecca, qui était l'ex-femme, l'ancienne femme de Max de Winter. En fait, cette Rebecca, elle est décédée. Donc cette jeune fille-là, elle doit cohabiter avec ce fantôme, entre guillemets, cette femme qui était adorée, respectée de tous, qui était vraiment très très belle, qui avait un grand charisme, etc. Qui organisait des fêtes somptueuses dans la demeure de Manderley. Et elle, à côté de ça, elle se sent complètement insignifiante, complètement quelconque, pas assez jolie, pas à la hauteur du souvenir de Rebecca. Et d'ailleurs, petite chose que moi j'avais pas du tout remarqué en lisant le livre, c'est après coup, en voulant me résumer l'histoire dans la tête, je me suis rendu compte que cette jeune fille n'a pas de prénom tout le long de l'histoire. Et ça rajoute une couche au fait qu'elle est complètement quelconque, cette fille-là, au point de ne pas avoir de prénom. Il y a aussi dans cette histoire-là, je crois qu'elle est gouvernante, Mrs. Danvers, qui est la gouvernante. Moi je l'imagine un peu, elle n'était pas décrite comme ça, mais moi dans ma tête j'imaginais comme ça, comme la gouvernante de Downton Abbey, vous voyez, une petite femme au regard noir. Elle n'est pas décrite comme ça, mais moi je l'imaginais comme ça. Et cette femme-là, elle vénérait complètement Rebecca et elle est odieuse avec la jeune fille. Elle est vraiment... Elle n'arrête pas de la comparer à Rebecca, à dire que Rebecca de son temps ne faisait pas comme ça. Enfin, voilà. L'ambiance de ce livre-là, moi je l'imaginais beaucoup plus noire. Avec tous les avis que j'en avais lus, vus et entendus, je m'étais dit, ça va être un livre bien noir. Hitchcock en a fait un film, donc je pense que ça va être une ambiance très noire. Et ben finalement, j'ai pas trouvé que c'était si noir que ça. Ouais, c'est pesant, mais c'est tout. Je m'attendais vraiment... Il y en a pour certains, c'est le roman préféré de pas mal de personnes. Moi, pas du tout. J'ai pas compris. J'ai eu du mal à rentrer dedans. Arrivé à la page 100, je crois, l'histoire avait toujours pas vraiment commencé. Je m'attendais vraiment à quelque chose de beaucoup plus oppressant. Pour moi, c'était gentillet, quoi. Alors certes, la dernière phrase du livre nous fait comprendre les 50 premières pages, oui, parce qu'au début on comprend pas trop, mais je m'attendais à autre chose. Je ressors un petit peu déçue de là, je pense que je lirai d'autres Daphné du Maurier. Je croyais que c'était le meilleur, j'espère pas, j'espère qu'il y a mieux. La plume de du Maurier, je l'aime bien. J'ai eu un petit peu de mal à m'y faire au début, mais j'ai trouvé ça pas assez prenant. Je me suis ennuyée en fait, j'avais hâte d'arriver à la fin, donc je suis un peu déçue parce que j'en attendais beaucoup de ce livre-là.
Peut-être que je suis passée à côté, mais j'ai lu des critiques un petit peu aussi qui allaient dans ce sens-là, où les gens s'attendaient à... On avait tellement entendu, il y a tellement de foin autour de ce livre-là, que les gens s'attendaient à quelque chose de très noir, et finalement c'est pas si noir que ça. Alors dans ce livre-là, j'ai bien aimé le personnage de la sœur de Max, qui elle ouvre sa bouche, elle dit ce qu'elle pense, oui c'est ça, c'est une femme qui s'affirme quoi. Et elle n'est pas langue de bois, et elle bouscule un petit peu tout ce petit environnement complètement figé là, de la bourgeoisie. Et j'ai bien aimé ce personnage-là. Mrs. Novert, la gouvernante, elle est flippante, elle est... Ouais c'est ça, elle est flippante, elle est un peu désagréable, elle est inquiétante. Voilà, on l'imagine au bout d'un couloir à vous regarder du coin de l'œil, là dans un couloir sombre. Et aussi, le manoir est finalement un personnage à part entière, je trouve, parce qu'on a l'impression que c'est une maison qui vit, qui vibre. Enfin, moi j'avais des fois un peu l'impression qu'on pouvait imaginer des plantes qui grimpaient comme ça, qu'on voyait pousser comme ça entre les fissures des murs. Enfin, ça me donnait un peu cette impression-là. Mais pas assez sombre à mon goût, encore une fois. Ce qu'il y a aussi, c'est que j'avais deviné, j'avais un peu tout deviné, bien avant qu'on en parle, donc j'ai eu zéro suspense dans l'histoire, et ça, j'étais un peu déçue. Je pense que le prochain que je lirai de Daphné du Maurier, c'est Ma cousine Rachel. Donc en définitive, bon, c'était une bonne lecture, c'était bien, mais j'en attendais beaucoup plus, et finalement, je suis un peu déçue d'être déçue. Ensuite, j'ai lu, et là c'est un coup de cœur, j'ai lu Chanson douce de Leila Slimani, je l'ai emprunté dans ma médiathèque celui-là. J'ai adoré, alors j'ai tout adoré dans cette histoire-là. En fait, dès la première phrase, on connaît la chute de l'histoire. Mais là où c'est très bien mené, c'est que... Donc on connaît, voilà, je vais même vous la dire, la première phrase, comme ça au moins vous allez... Alors, première phrase, c'est « Le bébé est mort ». Voilà, direct. Donc dans cette histoire-là, on sait qu'il y a un bébé à la fin qui est mort. Mais pendant tout le livre, on a cette espèce de tension, d'oppression qui monte, qui monte, qui monte. Et je l'ai lu très vite, je l'ai bouffé ce livre. Donc en fait, pour résumer l'histoire, on a un couple, Myriam et Paul il me semble, qui ont 2 enfants, donc un bébé et puis une petite fille, et la maman décide de reprendre une activité professionnelle, elle décide de réintégrer un cabinet d'avocats. Et donc il va falloir faire garder les enfants, donc il faut passer des entretiens, plein d'entretiens. Et finalement, ils trouvent une nounou, donc la fameuse Louise, qui va prendre de plus en plus de place dans cette famille jusqu'à commettre ce fameux drame de tuer un des enfants. Et on sent petit à petit cette Louise qui s'incruste de plus en plus dans la famille, qui prend de plus en plus de place, trop de place. Les parents qui sentent qu'il y a un truc qui va pas, mais qui en même temps sont bien contents qu'elle soit là pour pouvoir aller bosser jusqu'à des heures pas possibles. Voilà, on sent cette ambiance là qui est... Ouais, c'est oppressant, c'est ça, c'est oppressant. On sent la tension qui monte au fil des pages. On suit aussi un petit peu la vie de Louise et ce qui l'a amenée à être comme elle est. On voit un petit peu l'envers du décor. On arrive à comprendre pourquoi elle en arrive là, sans l'excuser bien sûr, mais on arrive à comprendre un peu dans quel engrenage elle est tombée, dans quelle fut sa vie pour qu'elle en arrive là. J'ai bien aimé la plume de Leila Slimani, c'est hyper efficace. C'est des phrases assez courtes, c'est clair, net, précis, c'est vraiment le style d'écriture que j'aime bien. Vraiment, je vous le conseille ce livre-là. J'ai pas vu le film, mais j'attendais en fait de terminer le livre avant de le voir. Vraiment j'aime bien et je pense que Leila Slimani, j'en lirai d'autres, plein d'autres. C'est un petit livre au coup de poing, il se lit assez vite parce qu'il ne fait que 227 pages et non, il se dévore. Du coup moi ça me fait remercier ma nounou qui est une perle. J'ai terminé avant-hier Gasoline Café dont je vous parlais dans mon book haul, le premier book haul que j'ai fait. Bon, c'était pas la lecture du siècle. On a une jeune fille qui s'appelle Vicky et puis un jeune homme qui s'appelle Holden qui se rencontrent. Donc Vicky c'est un peu une gosse de riche, un peu une fille à problème du coup qui fait un peu sa rebelle. Elle vit dans un quartier très riche et sa maman est décédée. Et en fait son père il a un petit peu démissionné on va dire, c'est un petit peu la belle-mère qui a pris les rênes de la maison. Elle débarque dans la maison un peu quand elle veut et elle régit un petit peu tout, quoi. Le père passe son temps à travailler et donc Vicky, elle déteste un petit peu sa grand-mère.
Voilà, on a Vicky d'un côté qui a des problèmes aussi au lycée. Parce qu'elle se bat un petit peu, elle se fait renvoyer. Enfin voilà, c'est un peu l'ado rebelle, la gosse de riche rebelle. Et puis à côté de ça, on a Holden qui est son exact opposé. Lui, c'est le contraire, il vit avec sa mère. Sa mère qui est un peu artiste dans l'âme, qui passe de petit boulot en petit boulot, qui là en ce moment, elle rédige voilà, des réponses dans des magazines, un courrier des lecteurs, voilà. Voilà, et puis elle décide un jour d'aller voir un ami d'enfance, un ami de lycée, je sais pas, dans une autre ville, dans la ville dans laquelle habite Vicky, donc elle emmène son fils. Et puis il se trouve qu'elle veut s'installer là. Bon bah son fils au début lui fait un peu la gueule parce qu'il a sa vie en Floride. Et puis finalement il s'y fait. Et en fait ce jeune homme là il est l'exact opposé de Vicky, c'est-à-dire que c'est un jeune homme sérieux qui pense qu'à réviser, il est tout propre sur lui. Mais il vient d'une famille pauvre, en fait voilà, c'est vraiment les deux opposés. Ces deux-là finissent par se rencontrer et finalement bah, ils s'accrochent bien. Mais Vicky, elle va pas bien, elle va pas bien du tout, jusqu'au jour où elle commet un acte un petit peu... voilà, elle fait un peu une tentative de suicide, comme je vous l'avais dit, moi ce que je préférais c'était mourir en public. Donc en fait, elle fait du théâtre et puis elle adore simuler des scènes de mort, de suicide, etc. Jusqu'au jour où elle le fait vraiment. Et donc ça va lui permettre de se rapprocher un petit peu de son père. C'est un roman qui... il y a certains chapitres, on est dans la tête de Vicky, d'autres on est dans la tête d'Holden. Il y a un ou deux chapitres où on est dans la tête du père de Vicky et un autre où on est dans la tête de la mère d'Holden. Voilà, ça m'a pas transcendé. J'ai lu ça un après-midi. Bon, je vous le conseille pas, c'est vraiment parce que je suis tombée dessus par hasard et puis voilà, mais je ne serais pas allée le chercher exprès quoi. Ensuite j'ai lu, ça c'était ma lecture du soir pour faire dodo, de Pierre et Dose de Bérengère Cournu. Alors ça c'était pas mal, mais si je l'avais lu en journée je me serais ennuyée. Ça rejoint un petit peu dans les forêts de Sibérie dont je vous parlais dans mon dernier point lecture. On est dans le froid, on est sur la banquise, on est chez les Inuits. Et donc on a, je retiens pas son nom parce que c'est imprononçable, Uxuralik, je sais pas comment on le prononce, qui un jour est avec ses parents sur la banquise et puis à un moment elle se retrouve sur un morceau de banquise qui se détache et donc elle dérive complètement et elle perd ses parents. Et elle ne voit plus ses parents. Et donc elle se retrouve recueillie par une autre tribu dans laquelle il y a son oncle, je crois. Oui, c'est ça, et donc elle fait sa vie dans cette autre tribu. Elle a un enfant, etc. Enfin, elle fait vraiment sa vie, donc on suit tout ça, et il y a un mélange d'onirisme, de poésie là-dedans. Les croyances des Inuits sont bien racontées. On a de temps en temps, par-ci par-là, des chansons d'Inuits. Alors je vous montre, hop, voilà, on a des fois des chants qui sont incrustés là. On voit vraiment les croyances des Inuits, il y a un mélange de réalité, de poésie avec tous ces esprits, etc. C'était bien à lire avant d'aller dormir parce que j'étais emmitouflée sous ma couette et j'imaginais tout ce froid, toute cette glace là. Et c'était doux, c'était... voilà, c'était cocon quoi. Mais en journée, je me serais ennuyée, je pense. Alors bon, ça se lit très très vite. À la fin, on a des photos d'Inuits, donc ça nous aide un petit peu à se plonger dans l'ambiance. C'est des photos qui datent du... ouais, c'est ça, 1903, 1935, 1929. Une belle jolie découverte, mais c'est pas non plus un coup de cœur de fou, quoi. Alors maintenant, on va passer au graphique. Là, j'en ai 3 ou 4 à vous montrer. Alors, on va commencer par le grand-papa et sa toute petite fille. Dont je vous parlais dans ma pile à lire pour le... Ah, mais je perds tout le temps le nom. Ah, pour le Pumpkin Autumn Challenge de Cathy Horst et de Samuel Ribéron. Bah, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup ce livre. On l'a regardé avec ma fille et vraiment je l'aime beaucoup, que ce soit graphiquement ou au niveau de l'histoire. Je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup. J'aime bien le format qui est très grand déjà. Ça m'a bien plu. Donc l'histoire est très très simple. L'histoire c'est donc ce grand-papa là,
qui, quand il apprend qu'il va avoir une petite fille, il s'imagine, il se projette forcément une petite fille à son image, donc très grande, et finalement il se retrouve avec une toute petite fille, toute minuscule. Donc au début il est un petit peu dérouté par cette différence-là, et puis petit à petit il apprend à l'apprivoiser, et puis découvre que les points de vue d'un grand-papa et les points de vue de toute petite fille peuvent très bien s'accorder, et que voilà, ils peuvent s'apprivoiser l'un l'autre. Et graphiquement, c'est juste magique. Moi, j'adore, j'adore, j'adore. Vraiment, je le trouve très très beau ce livre. Je sais pas si ma fille a accroché plus que ça. Elle, ce qu'elle adorait, c'était de voir le grand-papa et sa toute petite fille. Après le reste, je pense pas que ça l'ait transcendé plus que ça. J'ai à peine le temps. Il y a très peu de texte, mais j'ai à peine le temps de lui lire l'histoire. Parce que vous savez, à 2 ans... Elle n'est pas si patiente. Donc, je crois que ça, c'est en ce moment mon album coup de cœur de ma bibliothèque, je pense. Je vais le laisser sortir encore un petit peu pour qu'on le regarde encore un peu. Et puis je le rangerai, je le ressortirai dans quelques temps. Vraiment, c'est un album super tendre, tout mignon, tout doux, super à lire à votre enfant. Alors quand c'est une petite fille, c'est encore mieux parce qu'elle s'identifie forcément. Elle imagine son grand-papa et puis elle à côté, donc forcément... Et on a une nature luxuriante comme ça, là, et il y a un peu de... Alors c'est de l'illustration numérique, hein, mais il y a de l'incrustation de... Ça me fait penser à mon boulot, quoi. Il y a de l'incrustation de gravures, de collages, etc. Et c'est un peu pour ça que je l'avais choisi, d'ailleurs, parce que graphiquement, il me plaisait. Moi, je choisis mes albums comme ça, moi, graphiquement. Le texte, c'est très secondaire pour moi. Des formations professionnelles, moi je regarde les images. Bon ben voilà, c'est comme ça. Donc je vous le conseille, il est très 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 bon. Ensuite, dans ma pile à lire du challenge, j'avais aussi mis Le Pays du Silence. Donc de Gina Moon. Donc là dans Le Pays du Silence, on a deux enfants qui ont perdu leur papa, apparemment, et en fait, j'avais pas compris en lisant le résumé, et c'est en voyant cette première planche que je comprends qu'ils sont en deuil, ils sont tous habillés en noir, la maman là est complètement triste. Et quand les enfants demandent à leur maman où est parti papa, elle répond que le papa est parti loin, très très loin, au pays du silence. Et donc les enfants décident d'écrire une lettre à leur papa, et de l'envoyer, de le plier comme un avion et de l'envoyer. Et puis un jour, ils envoient l'avion, hop, dans un tableau, et ils se mettent à entrer dans le tableau. Et là, dans ce tableau, bah, ils retrouvent plein de choses qui leur rappellent leur papa. Et voilà, c'est un petit peu comme un au revoir à ce papa qui est parti au pays du silence. Donc graphiquement, j'ai bien aimé, pas toutes les pages, il y en a certaines qui m'ont pas toutes plu. Par exemple, celle-là, je l'aime beaucoup. Celle-là, je l'adore. Je la trouve très chouette. Après, il y en a d'autres qui m'ont moins plu. Mais bon, après, ça reste un très beau livre. Il est pas mal, il est très poétique, il est beau. Et ça, je ne l'ai pas lu avec ma fille. Parce que de toute façon... ou si on a dû juste regarder les images. Mais je ne lui ai pas raconté l'histoire parce que ça aurait aucun sens pour elle. Donc ça sert à rien. Mais voilà, c'était joli. Ensuite, en autre album, j'ai lu Après la pluie de Miguel Serrault, qui était aussi dans ma pile à lire du challenge. Bon, j'ai fait ça un petit peu... hein, j'ai pris la facilité, mais bon. On fait avec le temps qu'on a. Donc ce livre-là, je l'ai adoré. Donc déjà, on a un petit renard. Ensuite, ça se passe dans la nuit. Donc on part bien. Hein. Si vous me connaissez, si vous suivez mon travail, vous savez à peu près que ça me parle, tout ça. Donc pour l'histoire, on a les animaux dans la forêt qui sont surprises par une inondation parce qu'il pleut, il pleut, il pleut. Donc ils se réfugient en haut d'une montagne, dans une caverne creusée dans la montagne, sauf que dans cette caverne-là, il se trouve qu'il fait noir. Petit renard qui habituellement est toujours rejeté par les autres, et là il va proposer d'aller chercher de la lumière. Et donc en fait il va aller chercher des petites lucioles et ça fait plein de petites lumières dans la grotte. C'est une histoire très très simple. Mais graphiquement, c'est tout ce que j'aime. Au début, ça peut dérouter. Alors, faut aimer les graphismes un peu spéciaux. Moi, c'est ce que j'aime. Voilà, j'aime pas les trucs super bateaux. Ça, je m'ennuie dans des albums très bateaux. Là, il y a des animaux. Bon, même des fois, on a un peu de mal à les reconnaître. Voilà, il y en a certains, on sait pas trop ce que c'est. Mais ce petit renard, je l'ai trouvé tout mignon. Et puis, les couleurs sont très belles. Et la fin, forcément... Quand on me dit qu'il y a un renard qui va chercher des lucioles dans la nuit
pour aller éclairer. Attendez, je cherche la page qui m'avait vachement plu. Voilà, moi quand on me dit qu'il y a un renard qui est parti chercher des petites lucioles dans la nuit pour éclairer la caverne où sont cachés tous ses copains, bah forcément on a le renard, on a la nuit, on a mon bleu fétiche comme ça, on a une histoire hyper poétique. Moi je pouvais que mordre à l'hameçon, hein, c'était obligé, donc je vous le conseille, il est très beau, il est très chouette. On a du vernis sélectif sur la couverture, hop, ce qui ne gâche rien, et ouais, ça fait un album très automnal que j'ai bien aimé. Ouais, belle trouvaille, et je recommande à ceux qui veulent un petit peu des livres avec des graphismes différents de ce qu'on voit partout. Ce qu'on voit partout et que moi personnellement j'aime pas, toutes les choses trop bateaux, les illustrateurs qu'on voit trop tout le temps partout. Voilà, il faut aller voir ailleurs un petit peu ce qui se passe, vraiment c'est important. Les autres existent aussi. J'ai aussi lu Les Crocodiles de Thomas Mathieu aux éditions Le Lombard. Alors ça, moi j'avais découvert ce truc là, cette histoire de crocodile sur les réseaux sociaux, c'était des petites chroniques qui dénoncent en fait le harcèlement de rue. Donc toutes les planches sont... Ah, je suis pas tombée sur la bonne. Toutes les planches sont en noir et blanc. Il y a juste l'homme, le prédateur là, qui est dessiné en crocodile avec des touches de vert. Alors ce livre-là, ouais, ça dénonce le harcèlement de rue, puis harcèlement sous toutes ses formes finalement, que ce soit au sein d'un couple ou avec des inconnus. L'idée de base de dénoncer tout ça, c'est très très bien. Le principe, je trouve très bien, mais finalement, chez moi, ça a fait plus qu'informer, et encore, ça m'a... Je suis consciente de tout ça, toutes les situations, je savais qu'elles existaient, pardon, j'en ai vécu quelques-unes moi-même. Voilà, je pense que c'est bien à mettre entre les mains de gens qui nient un petit peu tout ça, qui n'ont pas conscience de ce que les femmes peuvent subir un peu tous les jours. Rien que le fait de sortir dans la rue peut être problématique des fois. Mais là où j'ai bloqué, c'est parce que c'était plus anxiogène qu'autre chose. Alors c'est peut-être l'effet voulu, j'en sais rien. Disons qu'en petite chronique comme ça, distillée sur internet, c'est bien, de temps en temps. Mais en bouquin complet, moi j'ai trouvé ça hyper anxiogène, hyper angoissant, et finalement ça m'a fait plus peur qu'autre chose. Au final, on finit par voir l'ennemi partout là. Donc c'est un peu, on a l'impression que dès qu'on sort, il y en aura partout. C'est un peu ça, on va finir par voir des crocodiles partout. Moi je pense que ce livre-là doit se lire à petite dose, on ne doit pas le lire tout d'une traite, ça c'est sûr. Et moi j'ai peut-être fait cette bêtise-là. Mais ceci dit, c'est un très bon livre. Graphiquement, c'est pas ce que je préfère. Mais c'est percutant, c'est des graphismes simples qu'on peut comprendre très vite. Mais voilà, il y a ce côté-là un petit peu malaisant, un petit peu ouais, trop oppressant. Là derrière par exemple on a l'avis du magazine Cosette qui dit que c'est des tranches de réel qui agacent ou font froid dans le dos. Moi c'est ça, il y a des choses ça m'énervait tellement, ou alors ça me faisait vraiment peur et du coup ça avait un peu... c'était pas une lecture agréable quoi en fait. Et ben voilà, j'en ai terminé pour ce deuxième point lecture. C'était des lectures plutôt chouettes dans l'ensemble, c'est bien. Je suis assez contente. J'espère que ce point lecture vous aura plu. Je reviens bientôt pour un nouveau book haul. Non, peut-être pas. On va attendre, je vais pas abuser. Non, je pense que ma prochaine vidéo, ce sera un vlog atelier. Donc restez pas loin, ça va arriver. J'ai encore quelques petits clips à tourner et le montage à faire. Et puis ça devrait arriver assez vite. Je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt et au revoir. Bye!